Chers amis de Paix et Guerre, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une 86e mondoscopie. J'enregistre un mardi, mais ce sera la mondoscopie du mercredi 27 août 2025. Je peux l'appeler les montagnes russes de la paix, de la guerre. Voilà, c'est extrêmement déprimant, je dois le dire, mais bon, je vais essayer quand même de vous expliquer ça, le sourire aux lèvres. Bon, ce qui est déprimant, c'est qu'on a quand même l'impression, c'est qu'on parle de choses graves et qu'on a l'impression d'un processus de fond engagé entre Washington et Moscou pour mettre en place un accord global. Quand je dis entre Washington, je parle de Trump et de quelques-uns autour de lui, je ne parle pas de tout Washington, malheureusement. Et ce processus de fond qui existe et qui se poursuit, si vous voulez, correspond à la reconnaissance implicite du côté américain d'une réalité difficilement escamotable, qui est celle de la supériorité russe sur le champ de bataille ukrainien. Voilà, il y a aussi d'ailleurs la reconnaissance implicite du côté russe qu'il faudrait quand même en finir, mais évidemment pas à n'importe quel prix, et les préoccupations sécuritaires de la Russie restent inchangées, à vrai dire, et ses objectifs qui étaient ceux qui ont présidé au lancement de l'opération militaire spéciale, restent les mêmes. En tout cas, ça, c'est d'un côté, voilà, il se passe ça. Et en parallèle, il y a un autre processus qui est une espèce de lutte forcenée, un peu désordonnée, mais constante, j'allais dire de tous les battus, que ce soit les globalistes, les néocons, les Européens dans le désordre, et naturellement les Ukrainiens, pour rester dans le jeu, non pas de la paix, mais de la guerre, et pour maintenir une dynamique d'hostilité permanente contre la Russie. Donc la question, c'est qui va finir par l'emporter? Est-ce qu'on n'est pas en train de passer vraiment dans un mouvement long qui connaîtra des soubresauts qui pourront paraître parfois intéressants et susciter un peu d'optimisme, mais quand même sur le fond, ce sera toujours cette espèce d'idée qui ne saurait pas y avoir de reconnaissance d'une victoire russe quelconque, et que donc il faut maintenir cette posture, et plus que cette posture, cette détermination de la part du mouvement globaliste dans son ensemble, on va l'appeler comme ça, d'un Occident qui perd un peu qui perd le Nord, certainement, et qui perd en tout cas, qui n'a plus le vent en poupe, mais cette dynamique pour se maintenir et pour éventuellement espérer l'emporter. Bon. Donc, les Russes, face à tout ça, ils apparaissent, comme toujours, assez placides et sans doute de plus en plus fatalistes face à cet entêtement, et ils essaient d'avancer parce qu'ils savent que finalement, s'il y a une victoire pour eux, elle va se jouer sur le terrain. Ça fait longtemps qu'ils le disent, mais ils le mettent en œuvre, tout en essayant de poursuivre quand même le mouvement vers une forme d'accord global avec les États-Unis. Pas avec l'Ukraine, mais avec les États-Unis à propos de l'Ukraine et à propos d'autre chose. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une interview, je vais mettre le lien en description et je vous engage vraiment à la voir, c'est 1 heure, c'est en anglais, mais enfin c'est très très compréhensible. C'est l'interview du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, sur NBC. Il a accepté une émission célèbre qui s'appelle Meet the Press, émission hebdomadaire. Et cette interview, non seulement est magistrale, mais est extrêmement éloquente sur la position russe, l'attitude russe aussi et l'état d'esprit russe, au-delà même de la position concrète, si vous voulez, des points pratiques. Donc, Sergueï Lavrov a accepté. Il est interviewé par une journaliste, je ne sais pas si elle est vedette, je l'avais déjà vue, mais enfin bon, Kristen Welker. Elle, manifestement, elle a son éventail de questions toutes prêtes, elle n'écoute pas vraiment ce qu'il raconte, elle veut absolument placer ses questions, donc ce n'est pas du tout un entretien intelligent, si vous voulez, comme il a pu en avoir avec d'autres journalistes américains, ou même avec celui qu'il avait interviewé, comment il s'appelle, Tucker Carlson, bon, excusez-moi, il fait chaud. Donc elle n'écoute pas ce que raconte Lavrov,
Mais lui, il continue imperturbable, il reste courtois, ce qui est quand même assez difficile. Il reste calme, il reste cool, il reste précis. Et il explique, il réexplique, il essaie de lui expliquer qu'il ne s'agit pas simplement de répondre à la question qui a l'air de la passionner, qui est de savoir si Poutine va rencontrer Zelensky, mais que c'est quand même un peu plus compliqué que ça, qu'on ne se rencontre pas entre guillemets chefs d'État, même si du point de vue russe, Zelensky n'est plus un chef d'État. On ne se rencontre pas juste pour papoter pendant des heures, on se rencontre une fois que tout le travail amont a été fait. Bon, bref. En tout cas, après la séquence qui a été celle du sommet à Anchorage, en Alaska, du 15 août, et puis la réunion du lundi suivant entre Trump et Zelensky et tous ses sponsors européens, on voit bien que l'euphorie, en tout cas l'excitation est retombée. Et malgré tout, que du côté occidental, comme probablement du côté russe, mais du côté occidental certainement, il ne va pas y avoir d'accord de paix dans les semaines à venir. C'est pas imminent du tout. Donc dans cette interview, que vraiment je vous demande presque de voir, parce que c'est tellement éclairant, il explique en détail la position de la Russie. Il explique qu'évidemment, le président Poutine veut avoir une relation respectueuse et normale avec le président Trump, qu'ils ont en commun de se préoccuper des intérêts de leur pays. C'est-à-dire qu'en fait, le slogan Make America Great Again, America First, tout ça, ça parle russe, parce qu'eux aussi, c'est Russia First, Make Russia Great Again. Là, pour ça, ils sont assez en phase. Mais évidemment, on se demande parfois si les Russes, et si même Vladimir Poutine lui-même, a bien pris la mesure de la profondeur de la haine de l'État profond américain pour son gouvernement, son pays, sa personne. Voilà. Et finalement, l'Ukraine n'est encore une fois qu'un instrument dans ce mouvement de fond. Donc, on se dit que du côté occidental, en fait, et je vais revenir sur un certain nombre de faits qu'il démontre, finalement, on en est toujours à s'il faut détruire l'Ukraine, on va détruire l'Ukraine. Mais en tout cas, en prétendant l'aider, mais en tout cas, on en vient au fait que pour la Russie, finalement, à part détruire l'Ukraine militairement, on ne voit pas très bien ce qui pourrait pousser, et encore, l'Occident à chercher, à atteindre une solution diplomatique à ce conflit. Et c'est ça qui est absolument tragique. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de moments où le conflit pouvait s'arrêter, où on pouvait revenir à des positions pratiques et pragmatiques, où on pouvait chercher un deal, chercher un accord depuis le début de l'opération militaire spéciale. Je ne parle même pas de ce qui l'a précédé, les années qui l'ont précédé, les nombreuses années qui l'ont précédé. Eh bien, malgré toutes ces occasions manquées, si vous voulez, on en est toujours au même point. Et plus ça va, moins la Russie a le choix, finalement. Et on en arrive à cette prophétie autoréalisatrice occidentale. C'est-à-dire qu'à force de laisser la Russie avancer, parce qu'on ne veut pas faire d'accord logique et sérieux, et certes peut-être un peu humiliant pour le plan occidental, mais c'est le problème de perdre dans une guerre aussi. C'est-à-dire c'est évidemment pas le perdant qui va définir les termes de l'accord de paix, c'est généralement quand même un peu le gagnant qui a la main haute. Donc si vous voulez, voilà, les Russes, ils sont dans une situation assez tragique en fait, où ils ont une victoire militaire sur le terrain, bon, qui n'est pas totale, mais qui avance lentement, sûrement, qui se confirme, et voilà, et beaucoup de chiffres le montrent. Mais elle n'est pas politique. Elle n'est pas politique parce que les autres, juste, ne le supportent pas. Alors, évidemment, la manière dont la Russie réagit fait penser à la théorie des jeux. Moi, j'ai étudié ça il y a bien longtemps, pendant mes études. Et on peut penser que Vladimir Poutine doit être un fan, ou en tout cas un praticien de la théorie des jeux, et qu'il s'inspire quand même des principes de la théorie des jeux. Et donc, en se posant la question du point de vue russe, quelle est la meilleure stratégie
pour négocier avec les États-Unis, alors que les États-Unis, peut-être pas Trump lui-même, mais la machine de guerre américaine, elle, continue à rechercher la mise sous le joug de la Russie, la destruction de la Russie, la défaite stratégique, comme ils disent, de la Russie. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là, si vous voulez, dans le cas où finalement l'autre ne veut pas jouer, il veut vous écraser, quoi, à la fin. Bon, évidemment, il y a la déception, comme on dit en anglais, c'est-à-dire le fait de tromper l'adversaire. Il y a les sanctions économiques, ça c'est du côté américain. Il y a la force militaire. Bon, tout ça, c'est les modes d'action américains. Donc la tromperie, les sanctions, l'action militaire. Tout ça pour détruire la Russie. Il est clair que la bureaucratie washingtonienne n'est pas prête de permettre à Donald Trump de faire un accord, de créer une relation en fait diplomatique, stratégique et économique normale avec la Russie. Bon, c'est chaque fois qu'on se prend à espérer qu'il va arriver à dominer, à dépasser les pressions qui s'exercent sur lui, on se rend bien compte qu'il y a derrière des effets, des contre-mesures, si vous voulez, qui vont en arrière. Hein. C'est pour ça que j'ai appelé mon émission Un pas en avant, deux pas en arrière. Donc que peut faire la Russie si elle joue la théorie des jeux, si elle se fie à la théorie des jeux, et si elle se trouve dans cette situation? Bon, eh bien, en fait, c'est un équilibre entre un certain nombre de lignes d'action. La dissuasion, bien sûr, des menaces crédibles, et d'une certaine manière, le fait de contraindre son action, de contraindre, en l'espèce, ses avances militaires, de contraindre la mise en œuvre de ses moyens, c'est-à-dire de se limiter, en fait, dans son déploiement de puissance et de force. Donc c'est un alliage de tout ça. Il faut à la fois montrer qu'on est engagé vers la paix, vers un accord, qu'on le veut, et que ça doit être crédible. Donc on doit faire à la fois des menaces et des promesses, mais il faut que l'autre comprenne. Et là, il y a tout le problème de ce qu'on appelle le bluff. Est-ce que Vladimir Poutine bluffe? Est-ce qu'il ne bluffe pas? Bon, il me semble assez clair que les Russes ne sont pas vraiment des bluffeurs. Ça peut être des joueurs, mais je ne suis pas sûre que ce soit des bluffeurs. Donc il y a ça. Cette crédibilité, pour la renforcer, évidemment, donc il faut restreindre sa marge de manœuvre, restreindre soi-même sa marge de manœuvre pour construire une forme de confiance avec la partie d'en face. Voilà, pour que votre stratégie déclarée, votre approche déclarée, qui est une approche diplomatique, qui est une approche d'accord, de conciliation, reste crédible. Parce qu'en fait, sans crédibilité, quand vous faites une menace, ça ne marche pas. Donc voilà, il faut jouer sur deux pieds pour que les négociations ne se rompent pas. Ensuite, il faut savoir répondre du berger à la bergère, c'est-à-dire tit for tat, comme on dit. Hein. Donc la réciprocité, c'est-à-dire, ça c'est pour que la dissuasion marche. Donc vous devez répondre, quand ils coopèrent, vous devez aller dans le sens de la coopération. Quand ils se mettent à exercer contre vous des actions négatives, eh ben, vous devez répondre aussi, vous devez faire des représailles. Et ça, en fait, ça encourage finalement la coopération parce que ça montre à l'autre que s'il est agressif, il va se prendre la même chose. En revanche, s'il cherche la coopération, on ira dans le sens de la coopération. Bon. Et on voit que là, ça s'est produit il n'y a pas longtemps. La Russie, et d'ailleurs dans l'interview c'est abordé longuement, la Russie a attaqué, manifestement grande dame de la fille qui interroge Lavrov sur NBC, une usine qui appartient aux États-Unis en Ukraine occidentale. Et alors les Américains sont absolument scandalisés qu'on a attaqué une usine qui leur appartient. Mon Dieu, quelle horreur, mais comment est-ce possible? C'était une usine qui produisait des composants clés pour les drones. Et ça, c'est typiquement une réponse tit for tat, si vous voulez. Tu me fais ci, je fais ça. On se tient par la barbichette, d'une certaine manière.
Il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Et voilà, il y en a chaque semaine, à vrai dire. Ensuite, il faut continuer à, bien sûr, communiquer très clairement ses intentions. Et ça, on peut dire que Lavrov, Poutine, un certain nombre d'autres, Peskov, Zakharova, ils s'y mettent tous et ils s'y emploient tous tout le temps, hein, pour maintenir justement leur crédibilité et pour maintenir à la fois chez l'autre une conviction, c'est que l'adversaire en face est à la fois résolu, mais en même temps il se contient, il se contraint. Bon. Donc il n'est pas pour l'escalade. Voilà. Et là aussi, ce qui est délicat, c'est que du côté russe, il est clair qu'on ne cherche pas l'escalade. Du côté américain, et notamment via les Européens, on voit bien qu'il y a des dynamiques contradictoires. Une partie des Européens cherche clairement l'escalade. Et puis ensuite, évidemment, à partir du moment où on voit les négociations, j'allais dire sur le long run, sur le long terme, on se dit que, enfin, on doit faire en sorte que l'autre comprenne qu'il a quand même plutôt intérêt à maintenir le dialogue, à maintenir l'interaction, voilà, à rester ferme. C'est valable pour les Américains aussi, ce que je dis, hein, mais eux ne le font pas forcément de la même manière, d'une manière aussi dosée que les Russes. Mais l'idée est de maintenir des canaux de coopération, des canaux de dialogue, des canaux simplement d'échange pour eh bien, éviter un conflit qui, lui, pourrait prendre des proportions qu'on ne maîtrise plus. Bref, écoutez cette interview, vous allez voir que là, on voit bien la différence entre les Russes et les Américains, déjà en termes de bonne foi, en termes alors, de connaissances, là on se demande où elle a préparé son interview, si elle comprend quelque chose à ce dont elle parle. Enfin, c'est effrayant sur le niveau de la presse américaine. Là. Il y en a des très bons, mais alors là, celle-là, ils l'ont calibré, peut-être pour faire en sorte que Lavrov perde son sang-froid à un moment donné et lui la renvoie dans ses buts. Ça n'a pas marché parce qu'il est, il est imperturbable. Mais là, on voit bien qu'en termes d'honnêteté intellectuelle, de limitation du raisonnement, de la capacité de raisonnement, et d'ailleurs de droit de suite, c'est-à-dire d'être capable de répondre à ce que dit même Lavrov, elle comprend rien, elle veut rien savoir du fond, elle veut juste savoir si Poutine et Zelensky vont se rencontrer, ce qui est quand même, à vrai dire, le reflet de la guerre des narratifs et de la guerre des images, mais franchement, pas le reflet de la gravité des enjeux qui fait qu'une telle rencontre ne serait que la fin d'un processus, ne serait voilà, une petite cerise sur un gâteau, mais le gâteau, il faut déjà faut le créer, quoi. Puis il faut le mettre au four, il faut le cuire, il faut le sortir, enfin, il faut faire plein de choses avant de réunir Poutine et Zelensky, puisque Poutine a malgré tout dit qu'il était prêt à le rencontrer, et Lavrov le répète. Il ne le considère pas légitime, mais c'est le dirigeant de facto de l'Ukraine. Voilà. Et bon, il y aura un problème pour savoir qui signera les documents d'un accord, parce que là, évidemment, si c'est signé par quelqu'un qui n'est pas légitime et qui n'est pas légalement ou qui n'est plus légalement président, évidemment, il y a un problème de fiabilité, de sérieux de ce qui peut être signé. Bref. Deux mondes. Vous avez la profondeur des préoccupations russes, et puis vous avez une espèce de légèreté, et qui est d'ailleurs aussi un peu celle de Trump, il faut bien le dire, dans sa manière de s'imaginer que c'est parce que c'est lui, Trump, que Poutine va vouloir faire un accord. Bon, tout ça est... Bon, voilà, c'est le show et le narratif versus la prudence et la lenteur. Bon, et la calme détermination. Donc, nous aussi, on a ce type de problème, nous les Européens, et on est en train en fait d'augmenter la pression et l'hostilité vis-à-vis de la Russie, et notamment la France, pour coller à notre narratif, ce qui est quand même dingue, ce qui est quand même fou, si vous voulez. On a une rencontre là on a eu une rencontre entre Tusk, Macron et Merz qui sont allés en Moldavie, n'est-ce pas, parce que la Moldavie serait désormais menacée directement par la Russie. Si vous voulez, tout ça, c'est des provocations, en fait. C'est l'inverse de ce qu'il faudrait faire dans la situation présente.
C'est un peu, voilà, c'est du même ordre que les déclarations du général de l'OTAN concernant, du général américain concernant la possible prise de Kaliningrad par les forces de l'OTAN. Bon, bref. Quant au côté ukrainien, bah, on s'y attendait. Zelensky refuse tout en bloc, à part des échanges de corps, et encore à reculons. Il y a eu un dernier échange, encore 1000 Ukrainiens contre 19 Russes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On en est à presque 12 000 Ukrainiens versus 230 Russes, à peu près, à quelques hommes près. Donc c'est un ratio de 1 à 36. Bon. L'Ukraine continue ses attaques sur des civils russes ou russophones, continue ses tentatives pour faire sauter le pont de Kerch, pour attaquer la centrale nucléaire de Smolensk. En même temps, le mécontentement gronde politiquement en interne et populairement en Ukraine vis-à-vis de Zelensky. Mais Zelensky, il est aussi menacé, comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois, par ses ultras s'il fait des concessions. Il y a eu récemment une attaque sur le gazoduc Droujba, Amitié, ça ne s'invente pas, qui permettait au gaz russe d'atteindre la Hongrie. Les Hongrois ont dit que ça n'allait pas se passer comme ça, que c'était inadmissible, attaque ukrainienne hein, bien sûr. Et Zelensky a répondu qu'en fait la politique de l'Ukraine vis-à-vis de la Hongrie serait fonction de la manière dont la Hongrie, n'est-ce pas, rentrerait ou pas dans le rang des autres Européens contre la Russie. Voilà, c'est bien, c'est intéressant. On menace maintenant, les Ukrainiens menacent les Hongrois. Ça, je ne pense pas que ça va faire plaisir à Trump, puisque la Hongrie et les États-Unis, et en tout cas Trump et Orban, ont des relations assez étroites. Trump, toujours dans le cadre de cette espèce de millefeuille de pas en avant et de pas en arrière, aurait donné son accord pour la livraison de 3300 missiles de croisière ERAM, qui sont des missiles de courte portée, mais qui peuvent être lancés depuis le sol ou depuis des navires, pour essayer de contrer, la guerre des drones que la Russie est en train de gagner, 2, éventuellement pour continuer de menacer les navires russes en mer Noire. Le Pentagone, quand même, est toujours, Dieu merci, contre la livraison de missiles à longue portée, parce qu'on sait que les missiles à longue portée, ça peut frapper la Russie dans la profondeur. Et là, ça peut être précisément l'escalade qu'ils veulent éviter. Ils ont sans doute peur peut-être d'une nouvelle frappe d'Oreshnik, hein, qui est, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, en production industrielle et en service opérationnel. Il y a aussi l'affaire du fameux missile ukrainien Flamand Rose, Flamingo, dont un journaliste ukrainien a fait la pub du lancement et a publié des photos. Donc c'est un missile de croisière qui a été produit en Ukraine, certainement avec une aide occidentale, mais qui, d'après le journaliste qui met en scène ce lancement, n'est pas simplement un missile expérimental, c'est un missile qui serait produit en quantité, qui aurait passé donc tous les essais, toutes les procédures d'essai et de qualification. Mais surtout la préoccupation, c'est que ce missile aurait une portée d'environ 3000 km. Ça veut dire qu'en fait, il pourrait atteindre non seulement, évidemment, le théâtre russo-ukrainien direct, mais challenger, j'allais dire, les industries russes, le complexe militaro-industriel russe, non seulement dans la partie européenne de la Russie, de la Fédération de Russie, mais aussi dans les régions les plus reculées. 3000 km, c'est grand. Donc, en tout cas, c'est voilà, si c'est vrai, si ça existe, s'il y en a suffisamment, mais il n'y en a pas forcément suffisamment, ça peut effectivement nourrir une escalade, et l'escalade, c'est ce qu'attendent les Ukrainiens. C'est ça qui est désespérant. Alors après, il y a la question donc
des sécurités de garantie, des garanties de sécurité. Ça, on peut dire que les Russes ont été clairs, ils en ont remis une couche, c'est-à-dire qu'il est hors de question, évidemment, d'avoir des troupes de pays de l'OTAN placées en Ukraine pour garantir un éventuel accord une fois qu'il serait intervenu. Bon, mais on continue, et notamment les Français, on continue à expliquer qu'avec la coalition des volontaires pour l'Ukraine, on veut mettre en place, avec d'autres, une force de réassurance qui ne serait pas simplement des peacekeepers, hein, des gens qui sont chargés du maintien de la paix, mais éventuellement de son rétablissement. Voilà. Ce qui est extrêmement, là aussi, dangereux, parce qu'on sait très bien que si on dit ça, c'est une manière de poursuivre l'offensive. Ça n'a plus rien à voir avec la préservation d'un accord de paix. Donc sur le thème, on va aider l'Ukraine parce que forcément les Russes vont violer le cessez-le-feu, vont repartir à l'offensive. Il faut donc que nos forces soient capables elles-mêmes de venir au secours des forces ukrainiennes et donc d'être en posture offensive face à la Russie. J'espère que vous n'avez pas trop de vent, hein, parce que je suis dans un endroit où il y a de la lumière, mais il y a aussi du vent. Et je ne le maîtrise pas, il y a des choses que je ne maîtrise pas. Eh bien, voilà, pendant ce temps, si vous voulez, les Américains sont en train de continuer, eux, à essayer autour de Trump d'arriver à mettre en place les contours d'un éventuel accord. Donc on se rend compte du délire, en fait, de cette double dynamique. Hein. Et pendant ce temps, bien sûr, le carnage se poursuit, surtout pour les Ukrainiens. Alors là, il faut quand même que je vous parle des derniers chiffres apportés par le colonel Douglas Macgregor, qui, lui, reprend, mais il ne s'est pas beaucoup trompé depuis le début de la guerre, et lui, il reprend les chiffres de hackers russes qui auraient pénétré l'état-major des forces ukrainiennes avec un virus qui s'appelle Nuance, et qui donc aurait pompé tout un tas d'informations des forces de l'état-major ukrainien, pas seulement d'ailleurs sur les chiffres des tués et des blessés, mais enfin, en tout cas, ils auraient mis la main sur ces chiffres, et tenez-vous bien, alors ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Douglas Macgregor qui le dit, mais enfin, ça n'est pas le moins fiable des commentateurs et des analystes américains, loin de là. Depuis 2022, il y aurait, selon les chiffres récupérés par ces gens, bon, vous allez me dire, ils sont russes, donc ça n'a aucun sens, mais enfin tout de même, 1 749 000 tués ou blessés, enfin rendus inopérants pour la guerre, du côté ukrainien. Bon. On ne sait pas quelle est la proportion entre les tués et les blessés, si vous voulez, enfin les inutiles, mais qui ne sont pas morts, parce qu'en fait, ces derniers ne sont évidemment pas listés et ils ne sont pas non plus parmi les prisonniers de guerre. Or, on ne disparaît pas comme ça, sauf si on est tué. Donc, ça veut dire qu'il y a probablement, sur ces 1 749 000 Ukrainiens, si ce chiffre est vrai, il y a une grande majorité de tués. Alors, je vous donne les chiffres qui sont donnés par Macgregor. 118 500 en 2022, 405 500 en 2023, 595 000 en 2024 et 621 000 en 2025, sachant que l'année n'est même pas terminée. Donc là, on voit bien le décrochage, en fait, entre l'armée ukrainienne, qui au départ avait beaucoup plus d'hommes affectés au combat contre la Russie que la Russie n'en avait dans son opération militaire spéciale, et le rapport de force aujourd'hui militaire, puisqu'on est passé, vous voyez, de 118 000 morts et blessés en 2022 à 621 000 en 2025. Si ces chiffres sont vrais. Il y a d'autres comment dirais-je, évaluations qui sont faites. Il y a un projet qui s'appelle War Tears aussi, et qui estime, lui, qu'il y aurait, depuis le début et jusqu'à la mi-août, mais c'est un modèle d'anticipation, si vous voulez, mathématique, 768 000 morts ukrainiens depuis le début. Bon. En tout cas, on est dans cette période très compliquée pour les analystes aussi.
Et la grande question, c'est que du côté européen, il s'agit effectivement de pousser finalement Trump à pousser lui-même vis-à-vis de Poutine quelque chose qui est inacceptable, c'est-à-dire la mise sur le terrain de troupes de pays de l'OTAN, même si ce ne sera pas au titre de l'OTAN, ce ne serait pas au titre de l'OTAN. Et il y a même des gens assez fous pour imaginer que ces fameux peacekeepers, qui n'en seraient pas, qui seraient en fait de véritables soldats véritablement armés, pas du tout légèrement armés, ces gens-là, il faudrait les mettre même en amont de l'accord de paix, hein, et en amont du cessez-le-feu. Donc c'est une manière d'avouer qu'en fait, ils ne sont pas du tout là pour s'occuper du cessez-le-feu. Mais le raisonnement qui est tenu, c'est que Poutine, lui, tant qu'on lui dit qu'il y aura des gens de l'OTAN après un cessez-le-feu, évidemment, ça le pousse à ne pas en vouloir un. Bon. Et que donc, pour contrer ce problème, il faut déployer les forces de sécurité avant et non pas après le cessez-le-feu. Bon, voilà, ce qui ferait que Poutine serait obligé, finalement, ça le rendrait plus conciliant. C'est vraiment ne rien comprendre à la Russie. Ça le rendrait plus conciliant de voir, et ça lui ferait accepter finalement cette force européenne, cette présence, ou alors accepter une confrontation incertaine avec l'Ouest. Bon, je ne suis pas sûre que du côté russe, on la pense si incertaine que ça. Bref, enfin, c'est encore un raisonnement complètement spécieux et complètement tordu, à vrai dire, et qui, évidemment, est en fait une manière de dire qu'en fait, on va mettre des forces qui iront directement au contact et à l'affrontement avec les forces russes, et on fait semblant de croire que c'est ça qui poussera Poutine, c'est cette menace-là qui pousserait Poutine à la conciliation. C'est vraiment, évidemment, très mal connaître un Poutine, 2 ce qu'il y a autour, 3 l'armée russe, 4 la position actuelle des forces russes sur le terrain ukrainien. Bref, c'est encore une fois ne rien comprendre à ce qui se passe. Donc, parce que là, c'est lancé effectivement la Troisième Guerre mondiale. Bon. D'ailleurs, Loukachenko, le président biélorusse, qui a parlé récemment avec Donald Trump au téléphone, ou d'ailleurs, je ne sais même plus s'ils ne se sont pas vus, lui aurait dit que Poutine n'était pas vraiment un homme à agir sous la pression. Ce qui n'est pas un scoop, mais enfin peut-être que ça méritait d'être dit ou d'être rappelé à Donald Trump que le président de la Russie, ce n'est pas tout à fait des chefs d'État d'autres pays, plus dociles, plus serviles, plus faibles, enfin bref. Bon. Donc voilà où nous en sommes. Et d'ailleurs, notre propre président français, dans l'interview qu'il a donnée récemment à Darius Rochebin, a lui-même vendu la mèche, finalement, en expliquant que le propos même, l'objet même des garanties de sécurité, c'était d'aboutir à mettre des troupes sur le terrain qui puissent se mettre en posture offensive contre la Russie et finalement à entrer en guerre éventuellement contre la Russie. Donc là, on va vraiment très très loin dans la folie. Bon, mais le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a ce hiatus, ce hiatus entre la réalité d'une Europe qui est de plus en plus, évidemment, en crise très grave économique et financière, mais qui est impotente au plan militaire. Et là, ça se voit de plus en plus. Et c'est des postures de plus en plus guerrières et va-t-en-guerre. Il a même fallu que le Mario Draghi, qui est quand même plutôt connu pour un fervent partisan du globalisme, finisse par dire que, oui, l'Europe est en train d'arriver quand même à une heure de vérité où elle se rend compte qu'il ne suffit pas d'être gros économiquement et d'être nombreux, avec 450 millions de personnes, pour avoir un pouvoir et une puissance géopolitique, pour exister géopolitiquement. Là aussi, on se demande, c'est quand même dommage, je ne sais pas quel âge a Mario Draghi aujourd'hui, mais enfin c'est quand même pathétique d'être obligé d'avoir eu tant de responsabilités, d'avoir tant fait de choses dans sa vie pour arriver à dire finalement des évidences pareilles. Bah oui,
c'est sûr, il ne suffit pas d'être nombreux et gros économiquement pour exister géopolitiquement. Ça, c'est évident, mais enfin bon, voilà. Je pense d'ailleurs que les Italiens, en mettant Meloni au pouvoir et en remettant aussi Salvini dans la coalition, ont déjà donné une idée de ce qu'ils voulaient pour l'Italie et de ce dont ils ne voulaient pas non plus, c'est-à-dire pas d'une guerre avec la Russie. Donc, voilà, il y a aussi derrière toute cette querelle sur l'Ukraine et toutes ces gesticulations sur une posture belliqueuse, belliciste, belligène vis-à-vis de la Russie, de la part de l'Europe, il y a aussi un risque énorme et montant qui est pris politiquement par les chefs d'État qui se font les parangons et les héros de ces postures bellicistes vis-à-vis de leur propre sort politique et vis-à-vis de leur propre population, parce qu'on voit bien que les populations, elles n'ont pas envie d'aller, les peuples européens n'ont aucune envie d'aller faire la guerre en Ukraine et contre la Russie. Donc là aussi, l'Europe elle-même est un peu au crépuscule d'un certain nombre de ces illusions et même de ces mécanismes de contrainte vis-à-vis des peuples européens, ou en tout cas d'une grande partie des peuples européens. Bon, voilà où nous en sommes, voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. On pourrait parler encore plus de la situation militaire. Ce qui est sûr, c'est que ce soit des officiers militaires de moyen et de haut rang, que ce soit même le chef d'état-major des armées ukrainiennes, Syrski, et que ce soit un certain nombre d'observateurs, ou même des gens d'ailleurs du bataillon Azov, ils viennent tous à expliquer qu'en fait le problème n'est même plus le manque d'hommes ou le manque de matériel. Le problème, c'est la différence de rythme et la différence de capacité entre la Russie et l'Ukraine. Et comme je l'explique depuis des mois, c'est mathématique. Voilà, c'est mathématique. Donc si demain il y avait 100 000 nouvelles recrues, même formées, entraînées, équipées, ça ne suffirait pas à renverser ce rapport de force. C'est pour ça qu'encore une fois, il serait urgent que nos dirigeants de tout acabit se rendent compte qu'il n'y a pas véritablement d'alternative à la négociation d'un accord le moins défavorable possible pour l'Ukraine, j'allais dire résiduelle, puisqu'elle a d'ores et déjà perdu un cinquième de son territoire. Voilà, un cinquième de son territoire, peut-être un peu plus, et chaque jour un peu plus. Voilà, donc si vous voulez, c'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre et c'est ça qu'on fait semblant de ne pas comprendre, parce qu'à la fin, c'est tellement évident que je ne vois pas très bien ce qu'on peut ne pas comprendre. Donc, à moins de ne pas le vouloir, on est en fait dans un mensonge et dans un aveuglement terrible. Ça ne veut pas dire que la Russie n'a pas de difficultés, ça ne veut pas dire qu'elle ne perd pas d'hommes, elle aussi. Hein, on pense qu'elle perd actuellement entre 3 et 6 000, un peu plus de 5 000 hommes entre les morts et les blessés par mois. Mais vous comprenez bien que ça n'a pas grand-chose à voir avec les 5 à 7 000 Ukrainiens par semaine. Voilà. Donc là encore, on est très très loin d'un rapport de force équilibré qui pourrait permettre même d'espérer un retournement d'une situation militaire sérieuse. Voilà, je termine rapidement. Je vous remercie de votre attention. Merci de liker, de partager cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, d'appuyer sur la cloche, de rejoindre le cercle des amis de Paix et Guerre, de faire tout ce que vous pouvez pour nous soutenir. Je retrouve les membres du cercle dans 2 jours pour une clé du monde. J'hésite encore sur le sujet, donc je ne peux pas vous le révéler d'ores et déjà ce soir. Mais j'espère que vous serez encore plus nombreux à venir en tant que membre du cercle, l'écouter vendredi à 18 h. Bonne soirée, chers amis, et bonne semaine. Merci, au revoir.